Le premier trimestre vient de se terminer. Alors, quels sont les secteurs porteurs? C'est la question qu'on va poser à nos invités dans Smart Patrimoine. On est ravis d'accueillir Axel Pinon. Bonjour Axel. Bonjour. Vous êtes membre du comité d'investissement de Carmignac. Bienvenue à vous. Et à vos côtés, Nour Bendimeret. Bonjour Nour. Bonjour. Vous êtes directeur des investissements chez Ivesta Family Office. Axel, on démarre avec vous. Alors, on a eu un premier trimestre assez chargé. Pourtant, quelqu'un qui serait parti sur une île déserte, il regarde les indices. Finalement, ça n'a pas beaucoup bougé. On est pratiquement sur des records aux États-Unis. Sauf qu'on a eu quand même une guerre entre les deux. On y est toujours plongé avec des marchés qui ont vu leur volatilité exploser une fois de plus. On va en discuter avec vous et on va se poser la question, quels sont les secteurs porteurs aujourd'hui? Tout d'abord, si on regarde justement ce premier trimestre, il a été plutôt compliqué pour tous ceux qui font du stock picking. Oui, c'est un trimestre. Alors, quand on regarde les marchés boursiers, tout va bien quand on regarde les performances depuis le début de l'année. Au global. Sous la surface, il y a eu des mouvements extrêmement violents, une dispersion très importante, mais c'est aussi caractéristique de l'ère Trump 2.0. Depuis que Trump a pris le pouvoir, on a des fortes dispersions dans les marchés. L'envolée des marchés, la bonne tenue des marchés malgré le contexte géopolitique, ça pose la question de est-ce qu'on est face à une folie des marchés? Quand on regarde les résultats, et c'est le sujet, les résultats des entreprises ont été, surtout aux États-Unis, très très bons et ont surpris de manière impressionnante les investisseurs et les analystes. On a plus de 27% de croissance sur le trimestre. Les analystes attendaient 12%. Donc on a un vrai phénomène de boom sur les résultats des entreprises, surtout qu'on n'est pas en sortie de crise, mais on est plutôt en fin de cycle. Et c'est ça qui a donné du coup un nouvel élan, notamment aux valeurs tech, qui était un peu dans la tourmente. On se disait, on est peut-être sur des survalorisations, on est peut-être sur un effet de bulle. Non, ça se confirme, les résultats sont là. Les résultats sont là, ils sont un vrai support, mais quand on regarde sous la surface, ce qu'on voit, c'est que ces résultats, ils ont été boostés par deux secteurs, que sont la tech et l'énergie. Et là-dessus, les marchés ne s'y trompent pas. Quand on regarde les performances secteur par secteur, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il n'y a que l'IA qui a bien fonctionné sur le rallye qui a commencé fin mars, sur l'annonce du cessez-le-feu. On voit que c'est l'IA et les États-Unis en majorité. La surperformance de l'Europe s'est arrêtée net depuis la fin mars. Et toutes les valeurs hors IA ont tendance à être encore négatives depuis le début de l'année. Donc, en fait, le marché a félicité les entreprises qui sont capables de délivrer des bénéfices importants. Donc la vérité des chiffres, Nour Bendimeret, c'est vrai qu'on a vu ça dans les résultats, ça remet entre guillemets les pendules à l'heure. Exactement, c'est back to basics finalement, avec un retour aux fondamentaux. Comme ça a été très, très justement dit, le premier trimestre était très difficile, on a eu beaucoup de rotations sectorielles, géographiques. La photo finish au 31 mars n'est pas forcément réjouissante, mais on a eu un rallye très très fort au mois d'avril qui se poursuit en ce début du mois de mai. Le mois d'avril a été extrêmement violent et a alimenté cette performance apparente des indices qui a été drivée essentiellement par un secteur, effectivement, principalement la tech et particulièrement les semi-conducteurs au sein de la tech, mais aussi les Magnificent Seven, qui sont en réalité plus vraiment un pool homogène de valeurs, de sociétés, parce qu'on voit aussi une très forte dispersion au sein même des acteurs de la tech, au sein des acteurs de la tech entre les différents sous-secteurs, mais au sein de certains conglomérats ou certains paniers de valeurs comme les Magnificent Seven, il y a une dispersion extrêmement forte en fonction des gagnants et des perdants de ce contexte. Il n'y a pas vraiment de perdants, mais il y en a certains qui gagnent beaucoup plus que d'autres. On a vu le grand écart, alors que le même jour, on avait la publication de 4 des 7 Magnificent Seven. C'était le grand écart, par exemple, entre Alphabet, qui a fait une très belle publication de résultats, avec des contributions exceptionnelles de participation d'un côté, mais aussi de l'organique très très puissant, et Amazon, qui avait une très belle participation du don côté, mais un organique qui était un peu moins robuste. Le jour même, après la publication, un grand écart. Donc en fait, cette dispersion, on la voit géographiquement, sectoriellement, mais aussi intra-secteur, avec finalement des marchés qui sont capables de rebattre les cartes très très rapidement au gré des avancées, des révolutions technologiques et des différentes innovations. Ça veut dire que le thème de la bulle sur l'intelligence artificielle, on le met de côté pour l'instant, les gens se satisfont ou même sont rassurés par les bons résultats? Complètement. Parler de bulle, c'est peut-être un peu exagéré. Les valorisations ont été élevées en début d'année dernière. En fin d'année, ça s'était déjà un petit peu comprimé. Si on regarde pour l'année 2026, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est sur des plus hauts en termes de prix sur les indices, notamment sur les indices actions américains. Mais en termes de valorisation,
les valorisations se sont comprimées sous l'effet de la croissance des earnings. Donc, ce qu'on dit assez facilement, c'est qu'effectivement, les indices sont plus hauts, mais contre-intuitivement, c'est moins cher. C'est moins cher qu'il y a quelques mois. Et ça donne lieu à des belles IPO d'introduction en bourse, notamment un petit concurrent d'NVIDIA qui s'est envolé là, avec une introduction en bourse il y a quelques jours. Cerebras, il y a quelques jours. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on est entièrement d'accord, il n'y a pas de bulle à l'échelle globale du secteur de la tech. Par contre, on l'avait déjà vu en début d'année, et là, on le revoit. Il y a certaines sous-parties de la tech où il y a un peu d'euphorie et d'excès d'euphorie. Et les IPO sont souvent l'illustration de ça. On voit des méga IPO, ce qu'on n'avait pas vu depuis des années, qui commencent à re-rentrer sur le marché. Et ça, c'est souvent des facteurs qui alertent sur attention, il va commencer à falloir faire attention aux valorisations et à un excès d'optimisme qui pourrait assombrir la tech pendant quelques temps. Donc on attend d'ailleurs les IPO, bien sûr, SpaceX bientôt. SpaceX va faire son filing cette semaine. On a eu Cerebras, donc la semaine dernière, qui a monté de 70% sur la journée. Qui a reperdu 27 ou 30%. Voilà, mais bon, il y a quand même, il y a quand même des mouvements assez violents, et c'est là-dessus qu'il va falloir être attentif. Le marché de la tech devient un vrai marché de stock picking parce que il y a un vrai côté dispersion au sein du secteur de la tech. Il va falloir éviter de plus en plus les entreprises non profitables, parce qu'on est quand même dans un environnement où les taux montent. On n'en a pas encore mentionné, mais c'est l'éléphant dans la pièce quand même. C'est l'éléphant dans la pièce. Et donc, il faut faire attention aux valorisations. Et il va commencer à falloir faire attention aux fondamentaux parce que voilà, on a une croissance qui, pour l'instant, se tient très très bien aux États-Unis, mais qui pourrait tanker un petit peu. Et donc, ça va être deux facteurs qui vont redevenir clés dans la tech, profitabilité et valorisation raisonnable. Nous, on a beaucoup parlé, bien sûr, tech, TechUS notamment, et énergie, c'était un peu les gagnants là, de ces dernières semaines, même de ces derniers mois. Est-ce que ça va continuer ? Quels sont pour vous les secteurs porteurs ? Et peut-être, on verra après, ceux à éviter en ce moment. Alors, l'énergie, c'est assez intéressant parce que les performances en bourse ont été très bonnes tant en Europe qu'aux États-Unis. Par contre, quand on regarde la publication de résultats, aux États-Unis, sur tous les secteurs du S&P 500, l'énergie est le seul à avoir publié des croissances inférieures aux attentes. Puisque finalement, en fait, ce contexte de contrainte de production au Moyen-Orient pénalise aussi la top line. Il y a moins de pétrole qui circule, donc forcément moins de chiffre d'affaires qui rentrent, puis aussi des sujets particuliers propres au secteur de l'énergie, sur le hedging, les couvertures, le P&L, le trading, etc., qui sont très particuliers. Mais en réalité, à court terme, ça a été aussi un vent de face qui a freiné la production et donc la vente, mais on attend à ce que finalement l'effet prix, qui devrait être durable, puisse permettre de profiter à certaines valeurs du secteur. Le secteur, encore une fois, n'est pas homogène. On a vu des boîtes comme Total très très bien performer, avec des super publications, puisque ils ont été finalement un petit peu épargnés par la fermeture des Détroit d'Ormuz avec le reroutage d'une partie de la production qui les a protégés d'une certaine manière. Là aussi, on a un secteur qui est vraiment pas homogène, qui est très différent. Les pétrolières intégrées sont très différentes des raffineurs, etc. Il y a vraiment une grosse dispersion. Donc là aussi, c'est un terrain de jeu assez intéressant pour les stock pickers. Donc c'est un segment qui, effectivement, compte tenu de la... Il y a les vendeurs aussi de pioches, au sens propre, avec les tubes. On pense à Vallourec, on pense à Viridien. Tout à fait. Il y a eu tout de GTT. Il y a beaucoup de sociétés qui ont bien marché. Je prends les sociétés françaises que peut-être. Et qui vont devoir participer à la reconstruction de certaines raffineries au Moyen-Orient. Donc ça fait aussi des contrats potentiels futurs qui Donc on continue à investir sur ce secteur énergétique, pour vous, même s'il est un petit peu déçu. Alors nous, on est assez peu exposé au segment énergie globalement pour des raisons plutôt ESG, mais ça reste un secteur qui effectivement, dans ce contexte de maintien des prix relativement élevés pendant peut-être un petit peu plus longtemps qu'on espérait initialement des prix du pétrole, pourrait continuer à tirer son épingle du jeu, mais avec beaucoup de dispersion dans ce segment qui est vraiment pas homogène. Oui. Axel Pinon, vous chez Carmignac, vous aimez bien les émergents. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on regarde de ce côté-là? Parce que c'était aussi à la mode en début d'année, cette rotation, à mon avis, ça va être un peu l'année des émergents. Et puis ensuite, avec la hausse, notamment de l'énergie, on s'est dit, ça va peut-être tanguer aussi de ce côté-là. Alors sur les émergents, c'est pareil, il faut être sélectif. Il y a beaucoup de sous-secteurs. Ce qui a beaucoup soutenu les émergents depuis le début de l'année, c'est la tech. Et notamment des zones comme la Corée et Taïwan qui ont explosé parce que ils sont très exposés aux semi-conducteurs. Donc ça, c'est une zone sur laquelle on reste positive et on prend des bénéfices tous les jours parce que ça continue de monter et qu'il y a un moment, on pourrait avoir une correction, mais on reste à moyen terme, long terme, très positif sur cette partie-là.
Et puis, face à un portefeuille tech et un marché tech qui prend beaucoup de place, on va aller chercher des outils de décorrélation, des choses qui bougent un peu dans des sens inverses. Et dernièrement, on a regardé par exemple les banques émergentes, et notamment en Amérique latine. On a des pays qui sont très intéressants comme le Brésil, qui souffre un peu parce qu'il y a une incertitude politique, mais c'est un pays matières premières, et donc qui devrait bénéficier de la hausse des matières premières généralisée qu'on a en ce moment. Donc voilà, on va aller chercher des choses en dehors de la tech qui vont nous apporter un peu cette idée d'équilibre pour, en cas de correction de la tech, avoir des éléments décorrélants en portefeuille. On pourrait avoir justement une rotation, que la tech à un moment soit un petit peu moins sous le feu des projecteurs, notamment sur les semi-conducteurs. Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Alors, on a eu, il ne faut pas oublier que la tech a sous-performé en février-mars, qui a fait, et même plus globalement, Nvidia, pendant 6 mois, n'a absolument rien fait. Donc, on a eu une sous-performance de la tech qui a été passée assez inaperçue au niveau des indices, parce que le reste de la cote lui, s'est mis à surperformer. On regardait le S&P équipondéré a surperformé pendant une période de plusieurs mois le S&P du fait du reste de la cote qui a soutenu. Donc, on a des périodes de prise de bénéfices. Là, la prochaine question, c'est la prise de bénéfices sur les semi-conducteurs. On a un environnement qui va devenir de plus en plus compliqué, où on risque d'avoir des pénuries sur le secteur des semi-conducteurs qui devraient impacter le secteur électronique au global, parce qu'aujourd'hui, la demande est bien plus importante que l'offre. Est-ce que les grosses usines de semi-conducteurs, aussi bien au niveau mémoire que fabrication comme TSMC, se concentrent davantage sur l'intelligence artificielle et tous les data centers, plutôt que sur notre électronique du quotidien, téléphone, etc. Et là, on parle beaucoup de la pénurie de l'énergie, mais on pourrait avoir une pénurie des semi-conducteurs dans les prochains mois qui crée un petit peu de volatilité sur la cote au global, mais aussi sur les semi-conducteurs. Le vrai avantage des semi-conducteurs, c'est le pricing power. Quand on a un déséquilibre, on n'a pas le choix. Nous, à contrario, est-ce qu'il y a des secteurs qui vous inquiètent, sur lesquels vous n'allez pas, alors hors contraintes réglementaires, peut-être défense, énergie, vous nous disiez. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, on pense peut-être avec la hausse des taux, la consommation, l'immobilier, d'autres qui vont souffrir? Le B2C au sens large, tout ce qui est consommation cyclique, discrétionnaire, souffre quand même assez significativement. On a une économie à 2 vitesses. On a beaucoup parlé de l'IA, qui a été soutenue par la micro, mais cette micro soutient aussi la macro aux États-Unis. Sur l'année 2025, l'énergie, l'intelligence artificielle, c'est quasiment 50% de la croissance du PIB. Donc en fait, c'est plus uniquement un sujet micro, c'est aussi un sujet macro. Et donc on évoquait le sujet de est-ce qu'on peut avoir un ralentissement sur les semis. Si on a un ralentissement sur les semis, on a un ralentissement sur toute l'économie, et donc l'ensemble de l'économie peut être mise à mal. Aujourd'hui, effectivement, toute la partie plus consommation cyclique, plus liée au consommateur, qui est quand même va devoir faire face à des remontées de prix, à des salaires qui suivent pas forcément, donc des pertes de pouvoir d'achat, un moral qui est en berne, des taux qui remontent. C'est un contexte plutôt difficile pour les consommateurs finaux. Donc tout ce qui est lié au consommateur final, consommation cyclique, mais aussi staples, assez contre-intuitivement, souffre quand même pas mal. On a vu des publications de résultats aussi sur le luxe, y compris sur des valeurs qui étaient jusqu'à présent considérées comme parfaitement acycliques, comme Hermès, qui sont difficiles et qui montrent un vrai ralentissement de la partie consommation cyclique. Il y a aussi le segment auto, qui est qui souffre particulièrement de la concurrence chinoise, notamment de l'électrification et de l'arrivée sur notre territoire de concurrents très puissants comme BYD, qui maintenant génère 70% de son chiffre d'affaires à l'international. Une internationale qui a très clairement réussi pour cet acteur chinois et qui menace l'Europe. On les voit de plus en plus. Voilà ce qu'on pouvait dire. On va conserver donc vos bonnes idées sur la tech, rassurés par les bons résultats, les émergents pour la diversification, et puis attention à certains secteurs, la consommation en particulier, qui pourrait souffrir. Merci à nos experts. Axel Pilon, merci. Merci beaucoup. Pour Carmignac, et Nour Benimeret pour Ivesta Family. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Smart Patrimoine continue. À tout de suite.